Nous sommes toujours dans le Salon international de la santé, le Morocco Medical Expo 2024, dans sa 23e édition. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Saïda Bellouali, qui est professeur en éthique de l'intelligence artificielle et co-responsable de la Maison de l'intelligence artificielle de l'Université Mohammed Ier à Oujda. Marhaba bik Lalla. Merci. Donc, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous donnez un petit peu l'introduction? Qu'est-ce que c'est que l'éthique et son application dans le domaine de l'intelligence artificielle? Très bien, merci de m'accueillir dans cette belle émission que vous avez l'excellence d'animer. L'éthique appliquée, et j'ai souvent cette question-là et j'ai envie de dire tout de suite que l'éthique, c'est ce qui nous permet de remettre l'homme au centre. Et pour moi, c'est hyper important avant de vous dire que l'éthique, c'est la science du comportement. C'est la définition philosophique, c'est la science du comportement, c'est-à-dire que nous sommes sur une recherche de la vie bonne. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ricoeur, c'est Paul Ricoeur, c'est la recherche de la vie bonne pour soi. Donc l'individu est important en éthique avec autrui, donc la relation à l'autre est hyper importante aussi en éthique de façon générale, dans des institutions juste. Donc vous voyez, il y a l'individu, la relation que nous avons avec les autres, donc l'autre devient les autres parce que nous avons une relation à la société, donc nous construisons une société ensemble en pluriel et nous devons respecter un certain nombre de valeurs pour pouvoir vivre ensemble. Et il y a les institutions justes, c'est-à-dire que l'éthique doit nous permettre de faire les bons choix, le meilleur agir possible pour soi et pour les autres, pour ne pas pour être équitable, pour ne pas laisser pour compte les uns au détriment d'autres. C'est-à-dire que l'éthique, c'est le choix du bon agir dans l'esprit de l'inclusion. Donc ça c'est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui effectivement l'éthique elle est davantage utilisée au Maroc. Moi j'enseigne l'éthique appliquée depuis 2004. On n'en entendait souvent pas parler. Pourquoi? Parce que justement il n'y avait pas de dimension disruptive ou de technologie de rupture ou de besoin de monter au front. Qu'est-ce que vous appelez technologie de rupture? Les technologies de rupture sont comme l'intelligence artificielle. C'est des technologies qui questionnent nos modèles d'affaires, nos modèles sociétaux. C'est-à-dire qu'on passe d'un modèle à un nouveau modèle. Tout à fait. Nous sommes en train de transiter vers de nouveaux modèles. Après, est-ce que c'est des transitions fondamentales qui sont en train de se produire ou est-ce que c'est des transitions minimes? Le futur nous le dira. Mais actuellement, en tout cas, nous sommes effectivement en train de questionner les modèles sociétaux qui sont les nôtres et quand nous avons ce genre d'interpellation au travers de technologies disruptives, nous avons besoin en tant qu'être humain d'aller chercher si nos remparts, si nos frontières morales, si nos copies morales, j'ai l'habitude de dire, fonctionnent toujours. C'est-à-dire que si demain je vais utiliser un système d'intelligence artificielle, est-ce que je ne vais pas porter atteinte à des droits fondamentaux, à des libertés fondamentales? En parlant d'intelligence artificielle, dans le cadre de ce Medical Expo, vous avez coordonné, je dirais, des discussions autour des enjeux éthiques et réglementaires de l'intelligence artificielle en médecine. Donc quels sont ces principaux enjeux? Alors les principaux enjeux, j'ai en parlé d'abord de façon générale et puis après la santé, la médecine sont des champs sectoriels auxquels s'appliquent justement les mêmes enjeux et les mêmes défis auxquels nous pouvons faire face dans l'usage, le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que d'abord, et il faut être clair là-dessus, l'intelligence artificielle ramène des opportunités inouïes de développement. Donc il faut déjà qu'on se le dise parce que quand on... Un point positif. Voilà, quand on monte au front, nous les éthiciens, et quand on parle de l'éthique, on a l'impression, alors qu'on a envie juste d'alerter sur les enjeux, on a l'impression de faire peur. En fait, non. Vous n'êtes pas des gendarmes? Non, du tout. Enfin, non, on est quand même les agents de vigilance. D'accord, agents de vigilance. On monte au front quand les choses passent au niveau régulation, on disparaît. Et je pense que les éthiciens, c'est un peu leur rôle.
ils font cette transition entre les valeurs, les principes, la philosophie du vivre ensemble, du pluriel, vers la pratique. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai souvent envie de dire, nous sommes peut-être les personnes qui disent davantage ce qui ne va pas que ce qui va. Donc c'est un peu le rôle. Ça aille mieux. Voilà, pour que les... Pour améliorer. C'est un peu des alerteurs, si vous voulez, entre guillemets. Donc vous me disiez quels sont les challenges et les défis de l'IA. L'intelligence artificielle, elle apporte des opportunités. Mais on a bien évidemment un pourcentage qui n'est pas très élevé. Selon les chercheurs et les experts, on va être aux alentours de 10 à 15% d'applications de systèmes intelligents qui peuvent poser problème. Et quand ils posent problème, je vais vous dire, on n'a pas beaucoup, je pense, le temps, je vais être rapide sur les points qui sont importants. Il y a cette question de la sobriété technologique qui est importante en éthique. C'est-à-dire qu'il y a la problématique de la nécessité. Donc ce n'est pas parce qu'on connaît, qu'on sait, qu'on maîtrise une technologie qu'on doit absolument la développer. La nécessité est importante. Qu'est-ce que cela apporte à l'humanité? Qu'est-ce que cela apporte à l'individu? On parlait tout à l'heure de l'individu et de la société. Donc il faut se poser ces questions-là. Et cette responsabilité-là, elle est sur tout le parcours du système intelligent. On appelle ça le cycle de vie du système intelligent, c'est-à-dire dès qu'on commence, dès la conception jusqu'à l'utilisation. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on va parler de la responsabilité, de la reddition des comptes, qui est responsable. On a besoin de transparence dans ce processus-là. Il ne faut pas que le système intelligent soit une boîte noire. Il faut qu'on arrive à dire qui est responsable. Comment, par exemple, les données ont été construites, comment le corpus a été monté pour pouvoir arriver à tel système d'intelligence artificielle. Et là, je viens à un défi majeur qui est celui, vous en entendez souvent parler, le défi des données. Oui. Donc les données doivent être de qualité, doivent être pertinentes. Pourquoi? Parce que ce sont ces données-là qui alimentent les corpus et qui alimentent les algorithmes qui vont prendre des décisions, faire des prédictions, prendre des décisions à notre place. Ne l'oublions pas, nous déléguons les décisions aux algorithmes. Et ces données-là, je vais vous donner un exemple que je trouve très pertinent par rapport notamment au contexte marocain. Nous avons aujourd'hui les algorithmes utilisent des données qui viennent généralement d'Internet et nous avons les 10 sites les plus consultés au monde sont rédigés en 10 langues. 10 langues. En 10 langues. Les plus connues, bien sûr l'anglais, etc. Donc cela vous renseigne sur la notion de représentativité, discrimination. 10 langues, c'est peu ou c'est beaucoup? C'est très peu. D'accord. On n'est pas tous représentés. L'humanité, c'est énormément langues, d'idiomes, de langues, de dialectes, etc. Et quand les corpus qui paramètrent les algorithmes sont nourris uniquement par une langue, et vous le savez très bien, la langue, c'est la culture. Donc, on a une perception du monde donné qui passe au travers de ces algorithmes-là. Il y a un LLM qui est très célèbre, que tout le monde utilise aujourd'hui, ChatGPT, ou encore pour ne pas lui faire publicité, Gemini ou Bard anciennement. Quand vous lui posez des questions, si vous le testez, je pense que vous l'avez déjà fait, vous posez des questions et vous allez vous rendre compte que la réponse, elle est bien particulière, elle appartient à un modèle de réflexion bien particulier. Et le danger qui vient de là, c'est la standardisation de la pensée. Donc nous devenons un jour tous les mêmes, que nous allons... C'est très loin, mais pourquoi aujourd'hui il y a des codes, des chartes et des recommandations pour atténuer et pourquoi l'éthique elle monte au front pour justement atténuer tout cela et que dans peut-être on va en parler du travail qu'on a fait avec l'UNESCO, justement l'une des recommandations c'est de pouvoir avoir au Maroc. On va revenir à cette question. Moi je voudrais vous poser rapidement. Nous en avons pour 2 questions, de temps. Donc j'ai appris que vous êtes également co-responsable de la maison de l'intelligence artificielle, Université Mohamed Ier d'Oujda. Donc une petite présentation de cette maison de l'intelligence artificielle. Très brièvement, c'est une franchise de la MIA France qui nous a été donnée par la région des Alpes-Maritimes. Et l'espace MIA, c'est un espace d'acculturation principalement. Ce que nous faisons,
c'est que nous considérons que l'IA est une technologie qui devrait être davantage comprise par le grand public. Et c'est important, pas uniquement par les scientifiques et qu'elle soit juste traitée dans des endroits clos entre bien penseurs, mais qu'elle soit, que la population se l'approprie, qu'elle comprenne de quoi il s'agit parce que ça la concerne. Les smartphones sont aujourd'hui, il y a il y a de l'intelligence et des systèmes intelligents embarqués qui sont aussi de façon assez limitée dans nos voitures qui deviennent de plus en plus autonomes. Donc la population a besoin Mais nous faisons aussi donc, beaucoup d'événements d'acculturation, de sensibilisation, mais nous faisons aussi un lien entre les laboratoires de recherche qui ont des recherches intéressantes et importantes en matière d'IA, donc nous les accompagnons aussi à ce niveau-là. Très bien, vous venez de me parler d'un projet de collaboration avec l'UNESCO. De quoi s'agit-il exactement? Ok. J'ai été experte principale pour un projet au Maroc, pilote d'ailleurs. Le Maroc a fait partie des 4 pays pilotes au monde. Quels sont ces pays? Le Brésil, le Chili, le Sénégal et donc le Maroc. Il s'agit de la mise en œuvre de la recommandation sur l'éthique de l'IA de l'UNESCO. Et cette mise en œuvre, elle s'est faite au travers d'un outil qui est l'outil d'évaluation de l'état de préparation à l'IA au Maroc. Et c'est un outil qui est basé sur 182 indicateurs, donc ce qui est énorme, et c'est le premier outil au monde qui a autant d'indicateurs et qui inclut la dimension éthique et sociétale. Donc il y a beaucoup d'outils qui évaluent l'état de préparation à l'IA dans les pays qui sont très connus, hein, je ne vais pas les citer, mais qui n'incluent, jusqu'à dernièrement, il y en a un qui a inclus la dimension éthique et sociétale. Donc l'avantage de cet outil, c'est qu'effectivement, on fait une analyse, un diagnostic de l'état sur 5 axes majeurs qui sont juridiques, économiques, sociales, infrastructurales et juridique. C'est pas grave. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Donc 5 axes, vous pouvez les retrouver dans la recommandation qui est en ligne. Et nous avons sorti un rapport le 17 mai, donc il est consultable. Donc c'est tout récent. C'est tout récent, il est consultable sur le site de l'UNESCO et nous avons 17 recommandations dans ce rapport-là. En tout cas, professeur Saïda Belouali, vous êtes professeur en éthique de l'intelligence artificielle et co-responsable de la Maison de l'intelligence artificielle de l'Université Mohamed Ier Oujda. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'E2J TV et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.